Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Été 2026, en toute transparence, travailler l'égalité. 3 tables rondes à podcaster, enregistrées en public au Théâtre Traversière à Paris. Rapporté à une carrière complète, l'écart de rémunération femmes-hommes peut atteindre en cumulé des sommes suffisantes pour s'acheter une maison dans certains endroits. C'est l'ordre de grandeur qu'emploie Emmanuel Lavignac dans ce numéro d'Options qui nous rassemble aujourd'hui autour de l'égalité professionnelle et de la transparence salariale. Et c'est précisément ce sujet des rémunérations qui va nous intéresser dans cette première table ronde. Le salaire évidemment, mais pas seulement. Et surtout sans se borner à une vision statique à un instant T de cette question, mais en la prenant de façon longitudinale, de façon transversale. Alors, quelle est-elle l'ampleur de ces inégalités de rémunération entre femmes et hommes si on les prend dans toutes leurs dimensions? Comment se cumulent-elles, comment se croisent-elles et comment se saisir de ce sujet dans son entreprise? C'est le décor qu'on va tâcher de planter avec nos 4 invités que je vous présente. Rachel Silvera, bonjour. Bonjour. Économiste, co-directrice du réseau de recherche MAGE pour marché du travail et genre et ancienne maîtresse de conférences à Nanterre. Emmanuel Lavignac, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UGIC CGT, vous êtes membre du HCE, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. À côté de vous, Sarah Valli, bonjour. Bonjour. Responsable du pôle égalité des droits de la CGT, donc au niveau confédéral. Et Anne-Marie Mandibourg, bonjour. Bonjour. Avocate des syndicats dans l'action de groupe à Safran sur la discrimination femmes-hommes. Action de groupe évidemment que vous nous expliquerez. Je précise par ailleurs que nous devions également recevoir Marie-Pierre Rixain dans ce débat, députée Ensemble pour la République, donc le camp présidentiel. Marie-Pierre Rixain, rapporteur de la loi de 2021 qui porte son nom, sur les femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises, mais qu'elle a dû malheureusement se décommander suite à un imprévu. On essayera néanmoins de reparler de ce texte un peu plus loin dans cette table ronde. Merci à toutes les 4 d'être avec nous sur cette scène du Théâtre Traversière à Paris, d'avoir bravé cette abjecte canicule. Rachel Silvera, vous avez publié un livre intitulé Un quart en moins. C'était à la découverte en 2014, il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, l'INSEE nous dit que les femmes dans le privé touchent en moyenne 21,8% de moins que les hommes en salaire. Et si on prend un même emploi dans la même entreprise en équivalent temps plein, on tombe à 3,8% de différence. Est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est toujours un quart en moins, pour reprendre votre expression? Alors effectivement, 10 ans écoulés, plus de 10 ans maintenant, et j'avais intitulé mon bouquin Un quart en moins parce que, bon an, mal an, on est toujours dans cet ordre de grandeur. Et c'est terrifiant de se dire qu'encore aujourd'hui, ces inégalités persistent et que, bien entendu, entre les 2 chiffres qui viennent d'être évoqués, moi je m'intéresse au premier et non pas au second, parce que politiquement, mesurer les inégalités, c'est un enjeu considérable. Le réduire et le ramener à un soi-disant salaire qui serait appliqué toutes choses égales par ailleurs est totalement aberrant, puisque, surtout quand il s'agit de femmes, toutes choses sont inégales par ailleurs. Donc, ça, c'est extrêmement important. Oui, on est toujours autour d'un quart en moins, et quand on s'intéresse justement aux cadres, aux professions intermédiaires et cadres, on voit cet écart grandir. Donc, on sait que quand on le mesure ainsi par l'INSEE, on est en dessous des vraies valeurs. Mais ce tout confondu renvoie donc à un revenu salarial global, mensuel ou annuel, et non pas horaire. Et j'aimerais aussi dire un mot là-dessus, c'est que quand on prend en compte le temps de travail, évidemment, on va essayer d'écarter cette variable. C'est ce que font les économètres. Et du coup, l'écart, il arrive à 14% en termes horaires. C'est ce chiffre qui est utilisé par les pouvoirs publics. Et là aussi, je m'insurge contre cette idée-là, puisque quand on regarde les écarts de salaire, ce qui compte, c'est ce que touchent les femmes à la fin du mois par rapport aux hommes. Et le fait que le temps partiel ait un rôle considérable aujourd'hui en France, c'est évidemment à prendre en compte quand on parle des inégalités de rémunération. C'est un des premiers facteurs explicatifs, si ce n'est le plus important encore aujourd'hui, même si le temps partiel, heureusement pour nous, tend à se stabiliser. Il stagne désormais.
Oui, on voit que la bataille des idées est aussi une bataille de fabrication, de construction de statistiques. Vous avez par ailleurs, si on sort des chiffres, une assez belle image qui est celle de la maison de verre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? J'aime bien cette image et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. C'est celle de la maison de verre dans laquelle les femmes sont enfermées. Si elle est en verre, elle peut peut-être exploser. On ne va pas victimiser tout le temps les femmes, mais il n'en reste pas moins qu'il y a maintenant, on pourrait le dire, un double plafond d'isolation avec le plafond de verre habituel qui représente le fait que plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes. Et donc, plus on monte dans la hiérarchie et plus les écarts s'accroissent. C'est le premier facteur à constater. Et puis, double plafond de verre parce que, avec justement l'UGICT, il y a eu cette idée du plafond de mer qui vient se superposer, qui fait qu'on va y revenir après, au fur et à mesure de sa carrière et au fur et à mesure de ses grossesses, comme s'il y en avait tous les 2 ans, les femmes vont être pénalisées. C'est un soupçon, moi j'appelle ça un soupçon de maternité, parce que ce soupçon pèse aussi sur les femmes qui jouent le jeu, qui ne s'absentent pas, qui ont peu d'enfants. Il y a l'idée que peut-être, potentiellement, elles peuvent être mères ou filles d'eux. Donc, double plafond, des parois de verre, ça c'est essentiel. Et c'est pour ça que parler des inégalités de rémunération, c'est en fait parler aussi du travail, et surtout du travail. Les parois de verre, c'est le fait qu'il n'y a toujours pas, aujourd'hui, de mixité des emplois. C'est cette variable-là qui joue énormément dans les écarts de rémunération. Pas de mixité, les femmes restent concentrées dans toujours peu de professions, on les connaît. Le soin, le lien aux autres, déjà, l'administratif, le commercial, et puis l'entretien, le ménage. Et donc, comme elles restent focalisées dans ces métiers, il y a des parois qui se créent, et ce sont justement ces filières, ces secteurs qui payent le moins dans notre société. On y reviendra. Ces emplois sont dévalorisés. Enfin, désolé, pour finir la maison, il y a un plancher collant. Et ça, c'est l'expression québécoise que j'adore. Les femmes restent scotchées toute leur vie, toute leur carrière. Alors, on est négative, il y a des solutions. Elles restent scotchées dans les emplois précaires. On parle toujours de ces smicards qui passent leur vie au SMIC. Ce ne sont pas des smicards, ce sont des smicardes pour la majorité d'entre elles. Donc, précarité, bas salaire et absence de carrière, c'est ça, ce plancher collant. Voilà la maison. Emmanuel Lavignac, on vous lit dans ce numéro d'option pourquoi, selon vous, le sexisme, pour reprendre vos mots, il structure la place des femmes dans la chaîne de valeur, pour compléter ce qui vient d'être dit. D'abord, je voulais juste dire que je suis très très émue d'avoir Rachel Silveira à mes côtés, puisque tous ceux qui s'intéressent à la question et surtout à la CGT savent que moi je sais combien elle m'a instruite, construite et rendue lucide sur les inégalités salariales, et on lui doit beaucoup. Donc ça déjà, je tenais à le dire. Et donc, en gros, tout ce que je vais vous dire là vient un peu de tout ce que nous a appris Rachel. Oui, alors, sur le sexisme, c'est dit de façon un peu pompeuse, c'est-à-dire que le sexisme structure la chaîne de valeur et met les femmes dans une position dévalorisée. C'est un peu théorique, mais c'est la réalité pour toutes les raisons que vient de dire Rachel. C'est qu'on a construit aujourd'hui dans le monde du travail, et cela depuis des années, dans nos conventions collectives, dans la classification des emplois, on a rendu invisible le travail des femmes, puisqu'on considérait qu'il y avait des fonctions naturelles qui sont plus rémunératrices pour le capital que d'autres. Et ces fonctions naturelles, naturalisées, sont en général des qualités, des compétences qu'on appelle techniques et qu'on associe aux hommes, en fait. L'homme, il va être technique. La femme, on ne sait pas trop ce qu'est sa technicité. Ce qui fait que toutes les compétences non techniques ont été invisibilisées, ne rentrent pas dans déjà la classification des emplois et donc la classification de nos rémunérations. Ce qui fait
que les métiers à prédominance féminine sont tous dévalorisés. Et donc, oui, c'est structurel, puisque c'est bâti sur ce que tu racontes, Rachel, hein, c'est très ancien, mais c'est bâti sur un principe, un symptôme, l'idée que, effectivement, les qualités de relations humaines ou de soins aux autres, soi-disant, ça ne se quantifie pas, ça ne se monnaie pas. C'est naturel chez nous. Voilà. Donc, oui, c'est structurellement construit. Et c'est ce qu'on doit essayer, nous, de déconstruire. Justement, pour le déconstruire, qu'est-ce qu'on peut faire avec la notion de valeur égale? Si je reprends ce qu'il y a dans toujours ce papier dans Options, la valeur égale, écrivez-vous, permet de contextualiser la construction d'une rémunération. Emmanuel. Le but, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on sait que les rémunérations ont été construites de façon sexiste, eh bien sûr qu'il faut déconstruire. Et c'est tout un travail très fastidieux à faire, mais on a dans notre code du travail et dans notre législation, on a déjà depuis 1972 la qualification de valeur égale, c'est-à-dire de la capacité de pouvoir normalement comparer les emplois qui sont de valeur égale. On en reparlera, je pense, peut-être aussi un peu plus tard de façon plus précise, mais ça veut dire que ce travail-là, si on le fait, on est en capacité de dire que les femmes sont sous-payées. Mais donc, effectivement, c'est quand même très compliqué. Je voudrais juste revenir sur un ou deux chiffres. On disait tout à l'heure que le revenu salarial annuel des femmes est inférieur de 21,8% par rapport à celui des hommes. C'est vrai, et comme elle expliqué Rachel, c'est déjà sous-évalué. Pour les femmes cadres, c'est 14% à temps de travail égal. C'est aussi à critiquer, mais c'est quand même bien supérieur aux autres catégories professionnelles. On verra après pourquoi. C'est déjà parce que la prime variable est souvent, ça peut représenter entre 30 et 40% des rémunérations des cadres et des ICTAM, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise. Et donc cette part variable, les femmes, on sait qu'elles ont moins. Et donc ça, il faut déjà le rendre visible. On verra ça avec la directive transparence salariale. Mais il faut bien comprendre qu'il a été calculé que par an, si on parle vraiment en salaire, les femmes gagnent 22 000, en moyenne, 22 060 €, les hommes 28 220 €. Ok, on est à 6 000 € par an, mais sur une carrière complète de 40 ans, c'est vrai que tu le disais au début, et ce n'est pas faux, ça représente à peu près 246 000 €. Donc, dans beaucoup de territoires chez nous, c'est l'équivalent d'un logement, d'une maison. Peut-être pas à côté du théâtre Traversière où on se trouve aujourd'hui, mais il y a pas mal. Alors, peut-être pas à côté et encore peut-être un studio, mais c'est énorme. Et aussi, si on continue au rythme où on va, on pense que l'égalité salariale, déjà, ne s'obtiendra qu'au bout de 54 ans, à peu près, à ce rythme-là. Rachel Silverin, un mot pour compléter et poursuivre. On vous lit sur la valeur égale, on vous lit également dans Options, entretien avec Amanda Breuer-Rivera sur la valeur égale, la transparence salariale, etc. Mais je voudrais surtout qu'on vienne à une autre image que vous employez, c'est que les inégalités de revenus entre femmes et hommes, ce n'est pas un instantané, ce n'est pas une photo, c'est un film. Qu'est-ce qu'on voit quand on s'intéresse aux carrières ? Oui, c'est ça. Alors, c'est, notamment autour de François Clerc, qu'on a eu cette idée il y a déjà pas mal d'années. On va y venir. Ouais. De mesurer les inégalités, non pas simplement la photo, et encore faudrait-il que cette photo soit faite correctement. Tu évoquais la question des primes, notamment, du temps de travail. Mais, bien entendu, c'est au fur et à mesure de la carrière que les choses se passent. Et moi, j'ajoute, justement, quand on introduit la question de la valeur égale, que les inégalités de salaire, c'est un film en 3D. Alors un film, pourquoi ? Parce que, justement, au fur et à mesure du temps, et non pas de la carrière, parce qu'en fait, il n'y a souvent pas de carrière, comme on l'a dit, avec le plancher collant, les femmes vont perdre en rémunération par rapport à des collègues hommes rentrés à peu près comme elles, avec à peu près le même diplôme, sur des postes équivalents. On sait très bien qu'au fur et à mesure des années, un triangle va s'installer. Et donc, au bout du compte, grâce à des contentieux, on pourra y revenir, on a pu chiffrer concrètement, effectivement avec parfois des sommes énormes, le manque à gagner, le préjudice subi dans la carrière des femmes. Et on peut plus ou moins lier ces paliers et ces arrêts de carrière avec les maternités. Mais comme je le disais, il y a des enquêtes statistiques qui montrent que même les femmes, donc à 45 ans, qui ont été loyales vis-à-vis de l'employeur, qui n'ont pas dérogé à des absences, des congés, des blabla, du temps partiel, même elles vont être discriminées moins
que leurs collègues femmes qui vont cumuler les congés, mais tout de même, les écarts sont là. Donc, le film, et pourquoi en 3D? Parce que ce qui est important, et la directive le permettra, on l'espère, de relancer cette question de la valeur égale, même dans une même entreprise, hommes et femmes n'occupent pas les mêmes espaces. Et l'intérêt de cette image de 3D, c'est qu'on peut comparer ces espaces, on peut comparer des catégories de travailleurs, des métiers à prédominance masculine et féminine. Exemple au hasard, des employés EES et des techniciens, on peut comparer leur travail en termes de capacité, de qualification, de responsabilité, de diplôme, etc. et constater que pour des valeurs équivalentes, eh ben les écarts sont là. C'est ce qu'a fait notamment Safran, même si ce n'est pas cette entrée-là qui est retenue, c'est finalement ce qu'on peut faire. C'est des études qu'on a menées sur les métiers du soin et du lien aux autres, notamment des sages-femmes comparées à des ingénieurs hospitaliers, où on voit que désormais, à l'entrée, le salaire, le traitement est équivalent, mais au fur et à mesure de la carrière, il y a une prime, et j'adore son nom, une prime de technicité qui n'existe que pour les ingénieurs. Comme si les sages-femmes, vous avez compris, n'avaient pas de technicité, que c'était que du relationnel, du bien-être pour les accoucher, alors qu'elles sont responsables de 80% des accouchements, l'air de rien. Donc voilà, film en 3D, cette image-là, elle peut ouvrir des perspectives. Et moi, je crois à la directive de ce point de vue, on y reviendra, parce qu'il y a plusieurs articles qui reviennent sur cette notion que l'on porte en France depuis des années et qui passe toujours pas au-delà du cercle syndical et encore. Il y a une expression que Emmanuel Lavignac emploie souvent qui est chausser les lunettes de genre. Alors, en fait, elles étaient en 3D, quoi. C'était des lunettes 3D finalement. Sarah Valli, vous signez dans ce numéro d'option avec François Clerc, donc on l'a dit, ancien délégué CGT à Peugeot. Vous signez un papier sur ce qu'on a appelé la méthode Clerc. Au départ, dans les années 90, elle servait à mettre en évidence les discriminations syndicales en mesurant les blocages d'évolution dans les carrières. Mais elle a rapidement été reprise pour toute forme de discrimination, notamment femmes-hommes. Comment ça fonctionne, Sarah Valli? Alors François Clerc, donc effectivement, c'est un syndicaliste qui a 40 ans de carrière à la CGT et donc qui était chez Peugeot à l'époque, Sochaux, qui voyait que son évolution de carrière était bien différente de celle de ses collègues. Et s'est posé la question de savoir comment il pouvait démontrer, parce qu'on parlait souvent de discrimination, c'est un terme on avait du mal à mettre une méthodologie derrière, comment est-ce qu'on pouvait démontrer la discrimination de manière factuelle, comment on pouvait l'objectiver. De ce fait, il s'est dit, je vais comparer, moi, mon évolution de carrière par rapport non pas à mes collègues qui travaillent dans mon environnement actuellement, mais par rapport aux collègues qui sont rentrés la même année que moi, ou à peu près, avec le même diplôme, les mêmes qualifications, et je vais regarder aujourd'hui où est-ce qu'ils sont. Donc, on va regarder l'évolution, donc, comme disait Rachel, le film de la carrière. Et effectivement, lorsqu'il a fait l'exercice, il s'est aperçu qu'il y avait des écarts de salaire qui étaient considérables. Donc, il a mis en place cette méthode Clerc qui permet effectivement de pouvoir réparer aujourd'hui une carrière professionnelle, mais également de pouvoir réparer, par exemple, les pertes liées à la retraite. Parce qu'on a parlé beaucoup d'écarts de salaire depuis tout à l'heure, mais ces écarts de salaire de 21, 25, ça, tout dépend des statistiques que l'on prend, sont effectivement sur la carrière, mais il y a un impact énorme sur les retraites. C'est la dernière perte de retraite, du film, ouais. C'est la dernière partie du film qu'on a tendance parfois à oublier, mais ce qui est 40% d'écart de retraite en moins pour les femmes aujourd'hui. Comment ça s'est répandu à d'autres formes de discrimination, du coup, cette méthode Clerc, parce que ça va nous amener au sujet de Safran qu'on a évoqué, mais qu'on va préciser évidemment. Alors ça a été très très utilisé par la CGT pour la discrimination syndicale, parce que c'était la porte d'entrée la plus facile à ce moment-là. Et aujourd'hui, effectivement, on se saisit de la méthode Clerc pour la discrimination homme-femme, pour la discrimination liée au handicap. En fait, on peut aujourd'hui
alors j'allais dire attaquer, combattre toutes les formes de discrimination avec cette méthode. Dans la continuité de ça, justement, Anne-Marie Mandibourg, c'est là qu'on retrouve le cas Safran, qu'on lira également dans Options sous la plume de Sébastien Ourcade et Anne-Marie Garroc. Safran, entreprise qui fabrique des moteurs d'hélicoptères, où les femmes occupent des fonctions bien précises, comme ça a été rappelé auparavant, et que vous, en tant qu'avocate, défendez maintenant en justice avec une action de groupe pour faire donc reconnaître des discriminations et sur un temps assez long. Comment elle a été lancée, cette action de groupe, et puis surtout comment ça fonctionne? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour nous autres non-juristes. Alors cette action de groupe, elle a débuté en 2021, nous sommes déjà en 2026. Elle a débuté par la préoccupation d'un représentant syndical qui n'était pas de la CGT, qui était de la CFE-CGC, et qui s'est inquiété de la carrière des femmes dans l'entreprise, notamment celle de son épouse, qui était une salariée qui était rentrée en fonction en 1980 avec un bac plus 2, un niveau bac plus 2, bilingue, enfin je veux dire quelqu'un qui avait déjà des diplômes de manière assez importante et qui, quand elle est entrée dans l'entreprise, comme la quasi-majorité des femmes, s'est retrouvée, malgré les dispositions de la convention collective qui prévoyait une classification précise pour les salariés titulaires d'un bac plus 2. La convention collective, peut-être ça va en parler à certains d'entre vous, de la métallurgie, prévoyait un positionnement 255 qui était le seuil d'entrée, avec une augmentation de ce seuil quelques mois après. On arrivait très rapidement à 270. Et si les hommes voyaient ce coefficient systématiquement respecté, les femmes, malgré leur diplôme, malgré les annonces qui étaient passées dans la presse par Safran, qui exigeaient ce niveau bac plus 2 minima et leur promettaient des emplois à minima de secrétariat bilingue, en fait, les placer à un coefficient 160, 170, 190, 210 pour les plus chanceuses. Et donc, ces femmes ont débuté leur carrière avec un déficit de reconnaissance, un non-respect du seuil d'embauche. Et comme effectivement, c'est un film qui se déroule sur de nombreuses années, durant toutes ces années, elles se sont trouvées systématiquement en retard, avec bien sûr des rémunérations inférieure. On a pu calculer qu'il y avait une différence en équivalent euro de 500 € dès le départ sur la rémunération mensuelle, brute mensuelle. Et cet écart n'a fait que s'aggraver, puisque en fait elles étaient cantonnées dans une filière des employés, et quand elles arrivaient en butée de filière, au bout de 10, 15 ans, elles rattrapaient le niveau initial des hommes, des fois au bout de 10, 15 ans, et c'était trop tard pour faire une cadration, pour passer dans d'autres filières. Et en fait, on a pu déterminer, avec les éléments qu'on a rassemblés, à savoir le RUP, le registre unique du personnel, qui avait environ 600 femmes qui étaient concernées par cette discrimination au sein de la société Safran. Donc moi j'ai contacté François Clerc et je lui ai dit: François, là il y a un dossier hyper intéressant, ça serait bien que tu viennes nous aider, bien que tu ne sois pas à la CFE-CGC. C'est ce qu'il a accepté de faire, et c'est comme ça que la CGT est aussi entrée dans le dossier, et maintenant c'est une action de groupe qui se mène à 2 syndicats, CFE-CGC et CGT, ce qui est un peu extraordinaire, mais ça se fait. Donc vous, en tant qu'avocate, vous défendez les syndicats. Oui. Dites-en nous plus sur ce que c'est qu'une action de groupe. Évidemment, c'est en cours, donc vous nous dites ce que vous oui, pouvez nous dire. Alors, une action de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on a aussi parfois un imaginaire un peu hollywoodien des class actions. C'est pas ça? Non, malheureusement. C'est relativement récent en droit français. C'est beaucoup moins marrant et beaucoup moins facile. Donc en fait, l'action de groupe, elle a été mise en œuvre par la loi du 18 novembre 2016. C'est là qu'on entend parler d'action de groupe en matière de discrimination dans le monde du travail. Alors, première loi sur l'action de groupe qui est malgré tout assez restrictive, avec des débats en jurisprudence qui vont être très sévères et qui d'ailleurs continuent. Donc en fait, il s'agit d'établir pour une catégorie de salariés un manquement discriminatoire, c'est-à-dire en lien avec un motif discriminatoire qui va concerner l'ensemble de ces salariés et qui a pour origine
évidemment un manquement de l'employeur. Donc là, pour l'action de groupe qui me concerne, c'est la disparité entre les hommes et les femmes. Et là, contrairement à la situation que vous évoquiez, c'est pas simplement... là, c'est vraiment dès le début de la carrière. C'est le début de la carrière. C'est le fait d'être une femme qui fait que, en définitive, on rentre avec un coefficient bien inférieur, même si on a le même niveau de diplôme, même si on a un emploi parfaitement comparable avec celui des hommes. Et ce qui est significatif chez Safran, c'est que ces femmes, elles se sont retrouvées sur des fonctions support. Et les fonctions support, c'est, je me souviens plus le montant du chiffre d'affaires de la société, mais c'est l'activité principale de Safran maintenant, parce que la fabrication des moteurs, c'est une chose, mais toute la gestion des réparations, etc., ce sont ces femmes qui sont bilingues, qui sont trilingues et qui arrivent avec des coefficients qui sont bien inférieurs à ceux des hommes. Donc on a d'abord, parce qu'il faut savoir que l'action de groupe, il faut d'abord demander à l'employeur d'ouvrir des discussions de manière formelle avec un document ou une demande qui aura date certaine. Alors je précise que l'action de groupe a été modifiée par une loi d'avril 2025, elle est un peu plus ouverte, mais concernant la demande préalable, il faut faire une demande préalable en disant voilà, chez Safran, vous discriminez les femmes, on veut ouvrir des discussions. Discussions qui sont d'ailleurs absolument pas qualifiées par le Code du travail, donc ça va dans tous les sens. On a eu des débats sur ce qu'étaient des discussions. C'est pas des négociations salariales, ça n'a rien à voir avec le travail habituel des syndicats. Il n'y a pas trop de normes dans cette matière. Et au bout de 6 mois, si on n'a pas réussi à discuter, donc bonjour la surprise pour l'employeur, il a déjà le temps de se préparer, on va assigner devant le tribunal judiciaire. Alors j'insiste bien, devant le tribunal judiciaire, pas devant le conseil de prud'homme. En fait, c'est le tribunal judiciaire qui est le juge civil de droit commun qui va traiter de la matière de la discrimination en droit du travail, ce qui n'est pas très simple parce que il faut repartir de zéro pour expliquer toutes les notions de la discrimination. Qu'est-ce que c'est une discrimination? Qu'est-ce que c'est le régime de la preuve? Parce que ça, c'est un débat sans fin. Dans le cadre de l'action de groupe chez Safran, l'avocat de Safran nous a dit « Ah, mais de toute façon, toute la jurisprudence sur la discrimination individuelle ne s'applique pas à la discrimination en matière d'action de groupe. » Donc, on reviendrait au régime de la preuve initiale du code de procédure civile. Donc, c'est à nous de faire la preuve, alors qu'en matière de discrimination, il faut amener des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Donc, un débat sans fin, c'est pas simple, mais là, on commence à avancer dans notre action de groupe. Je rentre un peu dans le détail ou vous voulez poser... Peut-être qu'on va laisser Sarah Valli compléter, vous qui suivez ce dossier. Un mot côté peut-être CGT en plus là-dessus. Ouais. Côté CGT, nous, on est toujours partie prenante sur ce dossier-là. On a beaucoup d'espoir sur ces actions de groupe. Alors, il y en a plusieurs en cours. On a aujourd'hui Safran, on a la Caisse d'épargne, on a Renault Trucks. Il y a plusieurs actions en cours. On voit dans chaque action des difficultés qui ne sont pas forcément les mêmes, des actions qui sont très longues, avec des employeurs qui font tout pour pas que ça avance. Mais c'est les premières actions, donc on essuie les plâtres, on avance du mieux qu'on peut et nous, on continue à s'emparer de ces outils-là. Aujourd'hui, on a des outils à disposition, et notamment sur les discriminations hommes-femmes, puisque là, sur des discris syndicales, en général, ça va toucher 8, 10, 20 personnes dans l'entreprise. Quand on parle de discrimination hommes-femmes, en général, c'est la moitié de la population, et on a tout intérêt pour cette discrimination-là de s'en emparer. Donc moi, je suis favorable à ces actions. Mais effectivement, comme le dit Anne-Marie, aujourd'hui, quels que soient les dossiers, ça part dans tous les sens. On a chaque dossier a ses difficultés. Puis on avance petit à petit. Mais ça prend du temps. Emmanuel Lavignac. Non, je voulais juste rajouter que c'est bien d'avoir cet effort de sincérité. C'est que de toute façon, on le sait, le juridique, c'est toujours long, même en prud'homme. Enfin, à chaque fois qu'on fait une action juridique, on sait que c'est très très long. La loi qui permet de faire les actions de groupe, tu l'as dit, c'est récent, c'est 2016. Donc en fait, c'est tout à fait normal. La jurisprudence, elle n'est pas encore stabilisée, même pas du tout. Et ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de notre travail syndical, mais
Mais il ne faut pas se dire que, d'abord, pour l'instant, vous n'avez rien perdu. Vous avez tout gagné, mais ça avance doucement. Bien évidemment, il ne faut pas faire que ça, mais c'est un moyen. On peut jouer sur les deux leviers, c'est-à-dire faire une attaque, une action de groupe, et bien sûr, au niveau syndical, on va reparler comment on attaque à l'intérieur de l'entreprise. Mais voilà, donc je pense que c'est quand même intéressant. Ouais. Je voulais juste préciser que dans le cadre de ces actions de groupe, on a aujourd'hui une des actions de groupe qui est en train de basculer sur une négociation. Et donc, on sort du volet du cadre juridique après 10 ans. Mais on est en train d'en sortir. Donc effectivement, on ne va pas forcément aller... L'objectif, c'est que dans le cadre de la négociation, de ces 6 mois en fait, de discussion avec l'employeur, on essaye de régler dans la majeure partie des cas les questions de discrimination et d'obtenir réparation pour les femmes qui sont discriminées. Pour préciser peut-être un peu les obstacles qu'on rencontre, c'est que ces entreprises, là je vais donner un nom, hein, c'est Safran, se fichent complètement des décisions de justice. On a obtenu du juge à Pau la communication d'éléments qui étaient en plus anonymisés, mais non anonymisés pour le juge, concernant les éléments comparatifs. Parce que bien évidemment, dans le cadre de cette action de groupe, on emploie la méthode Claire. Donc, première décision du juge de la mise en état, on va à la cour d'appel, décision confirmée, et Safran nous dit et écrit au juge, moi je n'exécuterai pas la décision parce que je fais un pourvoi en cassation. Alors qu'on sait pertinemment que le pourvoi n'empêche pas l'exécution de la décision, donc ils l'écrivent. Hein. Ils présentent une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, qui vient d'être résolue, elle a été déclarée irrecevable, et ils ont fait un pourvoi en cassation. Donc on est face, moi je l'interprète quand même comme une position commune d'un certain nombre d'employeurs, parce que la discrimination femmes-hommes, c'est la bombe dans notre société. C'est vraiment celle qui est la plus importante. C'est un impact économique énorme dans nos sociétés, et je ne parle même pas des mentalités. La prise en compte de la valeur des femmes dans le travail, on est dans une société qui est encore extrêmement patriarcale. Enfin, je pense que cette analyse peut être assez facilement partagée. Et c'est quelque chose qui est culturellement et qui est économiquement quelque chose d'extrêmement important. Et ces sociétés, qui sont quand même des sociétés dans lesquelles l'État a des participations, qui sont financées par des deniers publics, eh bien ces sociétés, elles continuent à discriminer et elles nous disent « Ah ben non, il n'y a pas trop de discrimination, alors peut-être un peu au début, mais bon... » Et elles ne lâchent rien. Donc on est effectivement dans une bataille, mais moi je crois qu'il ne faut pas abandonner, parce que l'action de groupe, c'est celle qui permet à des gens presque sans visage, qui n'osent pas engager une procédure seuls, d'être portés par des organisations syndicales notamment, pour faire valoir des droits en justice, puisque l'idée de l'action de groupe, c'est de faire constater un manquement discriminatoire et ensuite de constituer le groupe des discriminés avec des critères précis qui vont être déterminés par le juge. Je ne sais pas si je rentre dans le détail de la jurisprudence avec le problème de l'application de la loi dans le temps. Peut-être qu'on peut y revenir juste après. Je voudrais un mot de la part d'Emmanuel Lavignac. Il y a une idée reçue qui voudrait que les femmes ingé 4 tech maîtrise soient préservées, seraient soi-disant préservées des discriminations de revenus. On voit là que ça n'est pas le cas. Un mot là-dessus, puis peut-être ça peut nous permettre de parler de cette loi Rixain de 2021 qui devait assurer la présence de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, effectivement, les femmes ingénieurs 4 techniciens agents de maîtrise, c'est entre 14 et 16% de différence de rémunération par rapport aux hommes, et c'est supérieur aux différences entre femmes employées, hommes employés ou ouvriers. Alors c'est pas pour monter les catégories socio-professionnelles entre elles, c'est pour bien montrer que même si ça n'est que 14%, c'est énorme. C'est quand même énorme sur une rémunération. Je reviens sur le chiffre tout à l'heure, l'équivalent d'une maison. Donc, elles sont discriminées même si elles ont un meilleur salaire que les employés. C'est un fait, et c'est un fait tellement évident que du coup le gouvernement, on va dire, il y a eu 2021, avait décidé de faire, il y a eu 2 lois en fait qui concernent les femmes qui occupent des postes, on va dire à haute valeur ajoutée, des cadres dirigeantes ou des femmes qui font partie des conseils d'administration des entreprises du CAC 40, etc. Il y a 2 lois qui ont été appliquées là dans les 20 dernières années. D'abord la loi Copé-Zimmermann qui force, on va dire, à ce qu'il y ait
ait une parité homme-femme dans les conseils d'administration. 40%, c'est pas 50% exact. On a vu que cette loi finalement a plus ou moins marché, tandis le premier constat, c'est qu'en 2021, au final, on a eu un nombre de femmes au sein du conseil d'administration de 45,2%, alors qu'il n'était que de 26% en 2013. Donc on a vu quand même que les lois agissent. Loi parce que derrière il peut y avoir des sanctions bien sûr quand elles sont effectives, et du coup le gouvernement s'est dit on va faire la même chose pour débloquer le deuxième plafond de verre. J'ai envie de dire, il y a toujours eu un plafond de verre, c'est-à-dire pour devenir cadre dans les professions cadres, c'est 42% de femmes, on a à peu près entre 20 et 25% de cadres dans le pays, ces 42% sont des femmes, avec une progression assez importante dans les dernières années, depuis les années 80. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même ce plafond de verre, la difficulté pour les femmes d'obtenir un vrai poste de dirigeante, de cadre dirigeante. Elles sont beaucoup dans les cadres de proximité en général. Et donc la loi Rixain a dit on va faire comme Kopp et Zimmermann, on va obliger les entreprises. Et là du coup c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire ça ne sont pas que les entreprises qu'on appelle à action, donc les sociétés anonymes, c'est toutes les entreprises, pour qu'il y ait une part. Alors 30% en 2026, jusqu'à 40% en 2029 de femmes dans les cadres dirigeantes. D'accord ? Et le premier résultat, c'est la raison pour laquelle on voulait voir Marie-Pierre Rixain pour qu'elle nous explique un peu le début de sa loi, comment ça avait été compliqué et si elle est contente du résultat. Donc le 1er mars 2026 sont sortis les premiers résultats. Donc il y a 28% des entreprises qui comptent 40% de plus de femmes parmi leurs cadres dirigeantes, contre 23% en 2022. Donc oui, il y a eu une progression, mais seulement 17% de plus dans les entreprises encore plus importantes. Là, c'est sur les entreprises de plus de 1000. Mais 50%, c'est que 17% de ces entreprises de femmes. Donc en fait, on voit qu'il y a une progression, mais la difficulté, c'est que, d'abord, on n'est pas sûr d'atteindre vraiment les 50% en 2029. Est-ce qu'on n'a pas le chiffre encore très précis pour voir la déclinaison sur ces entreprises de plus de 1000 salariés ? Quel est le type d'encadrement ? Est-ce qu'ils ont vraiment respecté dirigeantes, pas dirigeantes ? Est-ce qu'on est encore sur les cadres de proximité ? Donc on a du mal à voir les résultats, mais on constate quand même une certaine avancée. Et je voulais juste préciser que pour les femmes cadres, ICTAM, ingénieurs cadres techniciennes, agents de maîtrise, subissent la ségrégation professionnelle. Elles sont aussi dans les emplois qui sont majoritairement féminins, comme les autres femmes. Et elles subissent, on l'a dit tout à l'heure, le plafond de verre. Et puis elles subissent une troisième injonction qui est due à la nature d'être personnel d'encadrement, puisque le patronat, de toute façon, a toujours voulu diviser les salariés en se disant les cadres, ils n'ont pas. Nous, on dit d'ailleurs à l'UGIC, un cadre, ça se soumet ou ça se démet. Pour l'employeur, c'est ça. C'est-à-dire il y a une injonction, il y a une pression à suivre, à appliquer la politique patronale qui fait qu'on n'a pas du tout envie de les voir réclamer du temps libre ou en gros se battre sur leurs conditions de travail. Ce qui fait que les femmes subissent ça dans le sens où elles subissent un présentéisme, parce qu'on va leur demander ce qu'on demande déjà aux hommes, c'est-à-dire un dévouement plus particulier. Donc ça veut dire des heures sup, les accepter, pas les refuser, les réunions tard. Et on sait très bien que pour les femmes, c'est un handicap de plus, puisque en général, encore, elles ont la responsabilité familiale, elles sont encore majoritaires à exercer la responsabilité familiale et les tâches domestiques, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas suivre ce rythme de présentéisme. Et du coup, leur prime variable et sur objectif, elle diminue. Donc ça, c'est la double ou triple peine. Rachel Silvera, je vous laisse déjà réagir. Et puis peut-être un mot également sur l'index égalité. Alors tout à l'heure, on parlait de construction de statistiques et que voilà, ça se fabrique toujours, une statistique. Et là, l'index égalité, il se trouve qu'il a on va dire une originalité méthodologique qui consiste au fait que ce sont les services RH eux-mêmes qui le produisent. C'est ça. Alors oui, je voulais revenir juste une remarque sur ce qui vient d'être dit. Il y a cadre et cadre, ça vous le savez très bien. Il y a quand même une caractéristique des femmes cadres, c'est que bien souvent, au moment où on peut leur proposer d'être dirigeantes d'équipe, d'organiser, de prendre du galon et des responsabilités, bien souvent, elles préfèrent garder leur poste plus technique, plus d'expertise. Elles font ce choix qui les pénalise sur leur carrière parce que, disent-elles, soit c'est plus de
temps disponible pour l'entreprise, soit je préfère garder mon expertise et ne pas m'éloigner avec des responsabilités d'encadrement. Et ça pèse aussi sur ces inégalités. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que moi j'ai épluché la plupart des lois qui existent en matière d'égalité depuis belle lurette, y compris des lois, des politiques de l'emploi, etc. Et ce que je remarque, c'est que les seules qui aient eu un vrai effet, c'est celles qui concernent, c'est mes mots à moi, les femmes d'en haut. Et donc, tu évoques la loi Copé-Zimmermann, c'est pratiquement la seule loi, alors qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dedans, hein, qui affiche un résultat. On est arrivé à 46%, mais très vite, parce que les potentiels de femmes dans les conseils d'administration, les boîtes les avaient. Et s'intéresser à cette toute petite catégorie de femmes, tout en haut, hein, eh bien c'est bien plus facile et c'est bien plus attractif que de s'occuper de l'ensemble des femmes, y compris l'ensemble des femmes cadres, justement, qui ne sont pas dirigeantes. Donc, ça, c'est vraiment une caractéristique française, c'est que les autres lois ne marchent pas. Alors, il y en a une autre qui affiche des résultats, mais honteux, tellement ils sont bons, c'est l'index. Mais je crois qu'on va bientôt plus en parler, parce que c'est une vraie aberration. On part d'écarts de salaire énormes. Rappelez-vous notre ministre du Travail qui dit « Je ne veux plus voir les inégalités de salaire ». C'est un scandale qui met en place l'index. Et au bout du compte, le gros, plus de 80%, on a des chiffres dignes de l'Union soviétique qui ont rempli leur index et qui ont des résultats, mais top. Les inégalités salariales ont disparu. C'est génial. Et donc, l'aberration, c'est qu'effectivement, l'index est construit par les entreprises, fourni sur des données d'entreprise, avec très peu de manœuvre pour les syndicalistes. Quand on les interroge sur comment est calculé l'index, souvent, ils tombent devant une boîte noire. Et là où ailleurs, d'autres pays ont utilisé des sources statistiques externes pour construire les écarts de salaire. Et là, on revient encore sur la directive qui pourrait objectiver une partie du calcul de l'index. On espère, et il y avait eu un rapport du HCE qui portait là-dessus. Donc, le gouvernement a des rapports, des études qui alimentent et qui déconstruisent l'index tel qu'il existe. En tout cas, cet index actuel est totalement aberrant par rapport à la directive européenne. Et il faudra bien le remettre en cause tôt ou tard. Alors, cette directive, on va y venir dans Est-ce que je peux rajouter absolument la table ronde suivante. Justement, ça me permet néanmoins d'amorcer avec vous une transition, Anne-Marie Mandibourg, sans parler encore à proprement parler de cette transparence salariale dont on parlera dans la table ronde suivante. Néanmoins, ça fait le lien avec ce que vous faites sur le dossier Safran. Est-ce que vous diriez que ces actions de groupe, elles permettent de forcer, entre guillemets, la transparence en attendant la loi, ou bien est-ce que ça permet même d'aller plus loin ? Ça va beaucoup plus loin que la loi, parce que ce qu'on demande de nous, c'est une évaluation sur la carrière, c'est pas une photographie à un instant T. Parce que franchement, tous ces accords sur l'égalité homme-femme, c'est pareil, hein, avec les accords sur la carrière des représentants du personnel, tous ces indices, moi j'appelle ça des cache-sexes honteux. Parce que ça ne sert à rien. C'est mettre la poussière sous le tapis. Tant que dans les entreprises, les syndicats n'auront pas obtenu des outils de comparaison sur les carrières, que ce soit pour les syndiqués ou que ce soit pour les femmes ou pour d'autres catégories de salariés, avec la mise en place de la méthode Claire, on n'aura rien qui nous sera utile. Et en fait, ce qu'on essaye de reconstruire au travers de nos actions de groupe ou au travers des actions en discrimination devant les tribunaux, c'est justement avoir accès à ces éléments de comparaison qui devraient déjà pouvoir être accessibles dans l'entreprise. Là, on nous promène et j'ai bien peur qu'avec la prochaine directive, la directive transparence salariale, on soit encore en train de se promener pendant un certain temps. Voilà, donc c'est faire la transition, mais en fait ça ne change pas grand-chose, si ce n'est peut-être culturellement d'ancrer l'idée que l'égalité homme-femme, c'est bien. Sarah valide. Je vais être un petit peu plus optimiste qu'Anne-Marie. Merci.
J'espère que cette directive va venir en complément de la méthode Claire. Cette directive va pouvoir, je l'espère, alors ça va dépendre de la façon dont elle va être transposée, on travaille dessus actuellement, va pouvoir nous amener des faisceaux d'indices dans les entreprises qui permettent déjà de pouvoir percevoir s'il y a discrimination ou pas. Et la méthode Claire, pour moi, viendra effectivement en complément de la directive. Mais c'est un début. À nous d'aller plus loin et de pousser pour pouvoir avoir des éléments complémentaires, de pouvoir reconstruire les carrières et comparer des carrières complètes et non pas avoir une photo à l'instant T. Mais il faut démarrer de toute façon, donc on prend. Emmanuel Lavignac, un mot de conclusion. Un mot de conclusion. D'abord, ça va être un travail de long terme, donc la conclusion, elle est loin. Provisoire pour ouais. cette table ronde, le temps qui nous est imparti. Effectivement, tout va dépendre sur la directive transparence salariale, tout va dépendre de la transposition. Et on a déjà eu le projet de loi, on va en parler tout à l'heure, la proposition du gouvernement, à la fois pour le secteur privé et public, qui est, selon nous, notre lecture, en dessous déjà de la directive, de ce que propose la directive, et même quelquefois à la limite d'en dessous de ce qu'on a, nous, dans le Code du travail, puisque notre Code du travail, il est très, très, très fourni, puisque la valeur égale, on l'a déjà, etc. Mais ce n'est pas appliqué. Donc, mais on a un index. Cet index, il n'est pas satisfaisant, mais il avait le mérite d'avoir quelques sanctions bien précises si on ne le remplissait pas. Il avait une obligation de régularité tous les ans, etc. Et là, en fait, ce que nous propose le gouvernement, bien évidemment, il faut savoir que la CGT s'est déjà employée à répondre à ce projet de loi et à amender. Donc on est en train de faire un travail d'amendement pour aider les parlementaires à porter, parce que ça va être porté devant l'Assemblée nationale, et il faut à tout prix que nous, on puisse passer, former et informer nos élus, parce que c'est eux qui créent les lois, et on le voit, par exemple, on parlait tout à l'heure des tribunaux judiciaires, c'est très intéressant, parce que tu parles de l'action de groupe. L'action de groupe, ce n'est pas une action devant les prud'hommes, mais devant le tribunal judiciaire. Au niveau des prud'hommes, on a déjà eu beaucoup de mal à former les personnes qui siègent du côté salarié sur ce que sont les discriminations. Mais au niveau des tribunaux judiciaires, c'est la formation à ce niveau-là, elle est double, elle est triple. Il y a une acculturation, ou en tout cas une mésacculturation, j'ai envie de dire, énorme. Donc on a ce travail-là à faire. Mais ce qu'apporte la directive, c'est quand même, elle est là, et au niveau européen, il faut savoir que c'est le droit européen qui prime sur le droit français. Ça ne veut pas dire que on pourra pas, si le projet de loi se fait tel qu'il est, on sera obligé de l'appliquer, mais quand même, on pourra toujours contester déjà au niveau européen. Nous, c'est l'important pour nous, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut en faire syndicalement. Syndicalement, la directive, et ça, ils ne pourront pas y échapper, et c'est écrit dans le projet de loi, même si c'est très diffus, sur le fait qu'on revoie les classifications de branches. Et ça, les classifications de branches et les conventions collectives, c'est un travail syndical. Le fait de classer les emplois, c'est un vieux travail qu'on a fait. Alors, en plus, moi, je suis très fière parce que la méthode Claire, c'est la CGT qui l'a inventée. Et donc, de revaloriser les emplois, de revaloriser les classifications, il va falloir qu'on s'y attelle. Ça paraît comme ça énorme, mais en réalité, l'obligation de refaire des catégories de travailleurs sur la base de la valeur égale, on va pouvoir l'appliquer. Il faut qu'on forme les camarades sur ce que c'est, comment ils peuvent le faire dans l'entreprise. Et aujourd'hui, dans les entreprises, en tout cas au moins celles de plus de 300, on a bien conscience qu'il y a une discrimination, parce que là aussi, la loi, la transposition ou la directive, qu'on le veuille ou non, ça ne touchera jamais les TPE-PME, qui représentent quand même 80% aujourd'hui du système productif français. On n'est que sur les boîtes de plus de 50, voire plus de 300, bon, bref. Mais dans les boîtes de plus de 300, vous le savez, si vous êtes en tout cas dans le privé, on a ce qu'on appelle la BDES, la base de données économiques et sociales, et on a déjà beaucoup de données. Donc il va falloir apprendre à les décrypter, à les sortir, et à reconstruire nous-mêmes les catégories de travailleurs. Et comme ça, quand on aura une négociation face au patron, de dire, ben voilà, la catégorie de travailleurs, moi, cette personne-là, vous la maintenez sur une position. Moi, je vous dis qu'avec la valeur égale, et depuis qu'il y a eu la directive, cette personne-là, sans vouloir le dire, une femme, elle doit être repositionnée. Bien sûr, ce sera une bataille qu'ils vont refuser, mais c'est à nous d'amener les salariés avec ça.
C'est-à-dire leur dire, ben voilà, aujourd'hui, on est en dehors de la loi. Ce que propose de façon unilatérale ton employeur, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité de ton travail réel. Donc il va falloir qu'on interroge les entreprises sur le travail réel, qu'on compare un cadre technique masculin, une cadre dans les ressources humaines, je fais un peu des caricatures, mais c'est quand même ça, le travail réel, qu'on voit les critères qui sont édictés par la valeur égale, et on voit que si les valeurs sont les mêmes, on lui dira, cette personne-là, vous devez la rehausser au niveau salarial. Et je terminerai sur une chose, c'est que ça va nous aider à quoi ? Ça paraît un peu fastidieux, mais nous, on va faire des formations là-dessus. Ça permet au lieu de réclamer à chaque NAO, négociation obligatoire qu'on connaît bien, annuelle, une prime ou des augmentations générales que l'employeur ferme en disant « moi je n'ai qu'une enveloppe, je ne peux pas vous donner plus ». En gros, on est dans une situation presque de mendicité, de dire non, objectivement, je ne vous demande pas de donner une prime ou d'augmenter comme ça de façon aléatoire, je vous demande de repositionner les salariés, et si tu les repositionnes sur la grille de classif, ce sont des vraies augmentations salariales. Donc il faut partir sur une bataille structurelle de la classification de nos emplois. Et je répète, on a déjà fait ce travail-là à la CGT, donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le refaire. Et l'UGICT, de toute façon, sera partie prenante. Merci encore à vous quatre, Rachel Silveira, Emmanuel Lavignac, Anne-Marie Mandibourg et Sarah Valli. Vous restez avec nous. Merci à vous dans le public et aux auditeurs en vidéo, en podcast. On se retrouve donc pour la suite où on se focalisera donc plus précisément sur la transparence salariale et ce que ça implique. Salut!